Good Morning Business. Business Plan. 3 semaines après la fin de l'accord sur les céréales en mer Noire, les prix des denrées alimentaires repartent à la hausse, plus 1,3% en juillet selon un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est une hausse de 1,3% par rapport au mois précédent. On en parle avec Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRI et auteur de la géopolitique du blé, c'est aux éditions Armand Collin. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait 3 semaines que la Russie a choisi de ne pas prolonger cet accord sur les céréales en mer Noire. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que la situation est complètement bloquée ou est-ce que vous pensez qu'un accord est encore possible avec la Russie ? Nous avons une situation qui est relativement inédite depuis un an. Cet accord qui avait été passé le 1er août 2022 avait permis à l'Ukraine de reprendre le chemin de l'international pour exporter ses récoltes agricoles et ses céréales en particulier. Et cet accord liait indirectement en fait Russes et Ukrainiens, ce qui reste à ce jour et depuis le début de ce conflit le seul accord en fait ayant eu lieu entre les deux pays sous égide de l'ONU et sous bienveillance et entremise de la Turquie. Depuis 3 semaines, vous l'avez dit, c'est bloqué et c'est bloqué avec une situation inédite en ce sens où depuis 3 semaines, nous n'avons pas de discussion parallèle pour tenter de reprendre cet accord. La Turquie essaye de convaincre les parties prenantes de poursuivre. L'ONU le souhaite évidemment et le réclame. On voit que la Chine, qui a pourtant beaucoup bénéficié de cet accord en termes de réception de grains ukrainiens, considère qu'il faudra trouver des solutions alternatives et que le sujet est beaucoup plus géopolitique qu'agricole in fine. Et on voit une Russie qui aura sans doute à cœur de mettre ce sujet sur la table au prochain sommet des BRICS qui se tient à Johannesburg du 22 au 24 août prochain, avec une Russie qui depuis 3 semaines bombarde les sites portuaires ukrainiens à Odessa, mais également près du Danube, à Rémi et Ismaël, qui sont 2 ports qui permettaient d'exporter également des grains ukrainiens. Et en représailles, l'Ukraine attaque elle-même des ports russes, notamment Novozorisk, qui a été bombardé et attaqué par drone vendredi dernier. Novozorisk, c'est le premier port d'exportation des grains de la Russie. Donc nous avons une tension croissante depuis 3 semaines, en termes de prix, vous l'avez dit, mais y compris sur le terrain maritime et sur le terrain tactique, puisque cet accord bloqué diplomatiquement est aussi de plus en plus menacé par les conditions de sécurité très faibles en mer Noire. Dans quelle mesure est-ce que ce blocage constitue un risque majeur en matière d'approvisionnement et de sécurité alimentaire mondiale ? Est-ce que les pays qui étaient très dépendants de l'Ukraine ont appris depuis le début de la guerre à se diversifier ? Je pense notamment à des pays comme l'Égypte. Oui, nous avons des pays qui depuis plus d'1 an vivent avec cette inconnue mer Noire. Russie, Ukraine sont 2 grandes superpuissances agricoles et exportent des céréales. La Russie, numéro 1 mondial en blé, a continué à exporter, a jamais autant exporté que depuis 1 an et demi. Donc il n'y a pas de problème pour la Russie pour exporter ses céréales. Pour l'Ukraine qui exporte du blé, mais aussi beaucoup de maïs, évidemment, ces acheteurs traditionnels ont dû revoir un peu leur géographie d'approvisionnement. Ils ont trouvé des solutions alternatives, encore que il n'y a pas beaucoup de remplaçants finalement pour l'Ukraine. Et donc, c'est bien cet accord en fait onusien sous bienveillance turque, ce corridor céréalier en mer Noire qui a permis à beaucoup de pays de maintenir des liens avec l'origine ukrainienne. Et l'Ukraine en a besoin aussi pour son économie, c'est important. On va parler de l'impact sur le prix des céréales. D'abord, peut-être une mention, parce qu'il y a d'autres facteurs qui pèsent actuellement sur les cours. Il y a la situation météo en Inde, les pluies torrentielles qui ont entraîné une baisse de la production de riz. Et il y a aussi le phénomène climatique El Niño qui donne un petit peu des sueurs froides à certains pays producteurs. Comment ont réagi les cours des céréales ? Aujourd'hui, le prix des matières premières agricoles et des céréales est toujours lié évidemment à l'offre et à la demande, mais nous avons des facteurs climatiques qui pèsent de plus en plus sur l'offre et les capacités de récolte des pays. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'année classique et donc la prévisibilité de récolte est difficile. On a des outils pour mesurer, anticiper, mais on a surtout de plus en plus de chocs climatiques et météorologiques avec comme conséquence des attitudes de pays qui, si les récoltes ne sont pas bonnes, évidemment gardent le maximum de récoltes pour leurs besoins intérieurs et limitent leurs exportations ou n'en font plus du tout. Dans le cas de l'Inde, l'Inde l'an dernier avait cessé des exports de blé pour des raisons climatiques. Ils le font cette année avec le riz.
Et il faut garder en tête qu'en Inde, quand vous avez 1,5 milliard d'habitants à nourrir à domicile, votre premier souci, c'est bien celui-là avant d'être sur le marché mondial. Nous avons évidemment aussi des chocs géopolitiques qui se sont ajoutés ces dernières années à ces épisodes climatiques de plus en plus complexes. On a eu la pandémie de Covid qui a fait dérailler la logistique mondiale, l'économie et un certain nombre de marchés autour des matières premières. Et évidemment, cette guerre en Ukraine qui s'est superposée à tout cela. Donc les cours des matières premières sont très nerveux depuis 3 ans, très hauts, et avec des difficultés de paiement pour beaucoup de pays acheteurs qui sont sur le plan alimentaire déficitaires et qui voient leurs factures pour se nourrir s'amplifier depuis 2-3 ans compte tenu de cette inflation des céréales notamment. Il nous reste assez peu de temps, mais d'abord, mais peut-être un commentaire sur ces conclusions, sur ces relevés de la FAO, sur le prix des denrées alimentaires, plus 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, à cause notamment de la remontée du prix des céréales. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une deuxième vague d'inflation sur les produits alimentaires d'ici la fin de l'année ? Alors, tout dépend de quelle géographie on parle. Au niveau mondial, en fait, on a un prix moyen pour manger qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Au niveau européen et français, on a eu de l'inflation alimentaire qui était la combinaison d'une conjoncture géopolitique et climatique mondiale, des conséquences du Covid dont j'ai parlé, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des pratiques environnementales qui évoluent et des réglementations qui se transforment. C'est de plus en plus complexe de produire de la nourriture en Europe et on a aussi un coût de la production qui s'amplifie par ces transformations structurelles, ces transitions climatiques et énergétiques. Et la production européenne et française étant avec des standards élevés, coûte de plus en plus cher. C'est ça aussi que les consommateurs doivent comprendre, c'est que l'inflation, c'est aussi de la transition climatique qu'il va falloir rémunérer. Merci beaucoup Sébastien Abyss pour votre analyse, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS et je le rappelle, auteur de La géopolitique du blé. C'est aux éditions Armand Collin.